Historiquement, le coton, bah, les Africains, ils n'en cultivaient pas il y a très longtemps. Ils ont commencé à en cultiver sous la période coloniale. Parce qu'en fait, c'était les colons qui avaient besoin de coton pour les textiles. Alors, au Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, c'était la France. Bon, on a besoin d'avoir notre propre coton pour faire nos tissus, pour habiller nos soldats, etc. Et ils sont allés demander aux Africains, vous ne voudriez pas cultiver du coton pour nous, ça serait sympa. Bon, les Africains, ils n'ont pas trop cultivé du coton. Ils ont mis un impôt colonial. Ils ont dit, toute personne vivant sur le territoire français devra s'acquitter d'un impôt. Et pour pouvoir payer l'impôt, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut cultiver quelque chose à vendre aux gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire les colons. Et du coup, ben, voilà, ils se sont mis à cultiver alors, aux endroits où ils pouvaient, café, cacao, bananes, tout ça. Au Burkina, ils n'ont pas eu beaucoup de choix, ils sont essentiellement mis à cultiver du coton. Comme ça, ils pouvaient payer l'impôt. Parce que s'ils ne payaient pas l'impôt, ben, après l'armée coloniale elle venait et puis elle brûlait le village, quoi. Enfin, normal. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont des penseurs, des ingénieurs, des journalistes. Il y a beaucoup de personnalités en Afrique qui sont capables de penser, de mettre en œuvre un développement différent. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas accès au pouvoir. Soit elles sont assassinées, soit elles sont écartées, soit elles sont corrompues, soit elles sont torturées. Enfin, il y a tout un tas d'exemples à travers l'histoire de personnes, de personnalités qui auraient pu jouer un rôle, qui auraient pu amener leur pays et l'Afrique dans un mouvement différent de celui où il est aujourd'hui et qui ont été mis sur la touche. Et ça, c'est un problème et ça vient, pour moi, du fait qu'il y a des puissances extérieures qui défendent leurs intérêts. Parce que l'Afrique, si elle est pillée, comme on l'a vu, c'est parce qu'elle a énormément de ressources. Charles de Gaulle, dans les années 60, il s'est trouvé contraint d'accorder l'indépendance aux pays africains qu'il a demandé. Il s'est trouvé contraint parce qu'ils étaient en défaite en Indochine, il y avait en Algérie, ça secouait grave, au Cameroun aussi, mais on en a moins entendu parler, et du coup, ils ont dit, bon, avec les pays africains, on va leur accorder l'indépendance d'une main, mais en fait, de l'autre main, on va faire en sorte qu'ils restent dépendants et que le système reste quasiment le même. Et pour ça, il a demandé à son bras droit, Jacques Foccart, qui a mis en place le système qu'on appelle la France-Afrique. Alors, comment il a fait ça? Il a commencé par remplacer les gouverneurs blancs des colonies par des présidents noirs des pays nouvellement indépendants. Il a mis en place des hommes qui, du fait qu'ils étaient noirs, ils étaient plus légitimes pour être président d'un pays africain. Mais en fait, c'était des gens qui étaient purement au service de la France. Et s'ils ne nous plaisaient pas, on les éliminait. Dès 1963, Sylvanus Olympio, au Togo, a été éliminé pour mettre en place un autre président beaucoup plus au service de nos intérêts. Donc, il y a le système des dirigeants dirigés. Il y a la monnaie, le franc CFA. Le franc CFA, c'est un truc assez exceptionnel. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique, donc on a changé le sigle depuis, mais c'est la communauté francophone africaine, ou un truc comme ça. Le franc CFA, en fait, c'est une grosse arnaque. C'est la France qui dirige la BCAO. La BCAO, vous connaissez? La Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Et pour avoir accès au franc CFA, les États qui le demandent doivent déposer plus de 50% de leurs réserves de change sur un compte du Trésor public français. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point on prive ces pays soi-disant indépendants de 50% de leurs réserves de change avec lesquelles la France peut investir, spéculer, récupérer les intérêts à la place des pays africains. Il y a un écrivain qui a étudié le franc CFA qui parle de nazisme monétaire, parce qu'il dit que les nazis, quand ils avaient envahi l'Europe, ils avaient utilisé le même principe que ce qu'utilise la France avec le franc CFA. Donc il y a eu ça, et puis il y a aussi des armes, bien sûr, des coups d'État, des guerres fomentées par-ci par-là.
Et puis le soutien militaire aux dictatures en place. C'est-à-dire que la France forme, les militaires français forment les gardes présidentielles, ils forment les armées. Alors pourquoi De Gaulle et Foccart ont voulu mettre en place ce système-là? Parce qu'il n'y a pas seulement l'exploitation des richesses dont j'ai parlé. Alors est-ce que vous auriez une idée? Vite fait. Tu en as une toute simple, c'est qu'il n'y a pas simplement l'argent, on va dire, du privé qui revient et qui fait des bénéfices énormes pour des gens qui sont des copains des pouvoirs chez nous. C'est que tout simplement ces gens-là fournissent aussi l'argent pour les campagnes des partis politiques. Ils financent les partis politiques de la France, carrément. Tout à fait. J'ai pris une valise de billets. On en a entendu parler il y a quelque temps avec Bourgi qui avait refait des sorties dessus. Donc les partis, le financement à la base du parti gaulliste, mais au fur et à mesure c'est devenu le financement de l'ensemble des partis français. D'une part le détournement des ressources, des matières premières, notamment de l'argent du pétrole, et par le détournement aussi de l'aide publique au développement. Donc ça c'est des choses qui sont démontrées, explicitées dans les ouvrages, notamment de François-Xavier Verschaft. Donc on dit c'est des liens d'amitié dus à l'histoire, etc. Mais en réalité c'est des nouvelles colonies différentes. Ça c'est le système qui a été mis en place par Jacques Foccart à la demande de Charles de Gaulle. Et puis le système a perduré, les présidents ont changé. Sous Pompidou, ça a duré, c'était la même chose. Sous Giscard, ça a un petit peu été modifié. On a entendu parler des diamants de Bokassa, par exemple. Le système néocolonial continuait. Puis il y a eu François Mitterrand, le président de mon enfance, que pour moi, enfant, c'était un président de gauche qui avait aboli la peine de mort, qui avait fait plein de belles choses. Puis en fait, j'ai découvert, notamment avec le procès Elf, qu'il avait aussi trempé pas mal ses mains dans ces histoires. C'est notamment l'enjeu au niveau du procès Elf. Ce qui se passe, c'est les réseaux Mitterrand qui arrivent nouvellement et qui s'en mettent plein les fouilles à travers ce qui a été révélé par l'affaire Elf. Et puis Mitterrand aussi, c'est en 1994, le pire qui a été fait en fait sous la France-Afrique, c'est qu'en 1994, au Rwanda, une bande d'extrémistes Hutus ont massacré les Tutsis en un génocide, le dernier génocide du XXe siècle. Il y a eu près d'1 million de morts en une centaine de jours, une rapidité, une détermination hallucinante. Et la France a soutenu le régime génocidaire. La France l'a soutenu avant, en connaissance de cause. Quand le génocide a commencé, ils ont nié diplomatiquement, ils ont aidé un nouveau gouvernement génocidaire à se mettre en place. Ils ont nié au niveau de l'ONU qu'un génocide avait lieu en connaissance de cause. Ils ont armé, ils ont financé, ils ont, jusqu'après le génocide, ils ont exfiltré les génocidaires vers le Congo, ce qui a dégénéré en une guerre qui dure et qui dure encore aujourd'hui. Ça, c'est la pire chose qui a pu être fait au nom de la France en Afrique. Et ça a été fait sous le règne de M. Mitterrand, président de gauche. Et puis après Mitterrand, du coup, il y a eu Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac, ça a duré aussi. Alors dans les années 90, ça se complexifie parce qu'il y a les entreprises publiques qui sont privatisées et puis il y a des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Alors on rentre dans ce qu'on appelle la mafia Afrique. C'est-à-dire que c'est plus aussi simple, c'est plus clairement la France dominante sur les pays d'Afrique. Les jeux d'acteurs se complexifient. Mais il reste toujours le franc CFA, la présence militaire française. Il reste toujours des instruments de la France-Afrique qui sont en place. Sous Chirac, il y a eu des guerres très importantes au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui avait perdu le pouvoir, a voulu le reprendre. Et comme le nouveau président ne plaisait pas trop à Monsieur Chirac, on l'a aidé. Une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts encore. Toutes les balles ont été financées par Elf. Ça a été dit texto. Jamais retoqué. Toutes les balles de la guerre au Congo-Brazzaville à la fin des années 90 ont été payées par Elf. Et donc, sous Jacques Chirac, ça continue. Puis on arrive après Jacques Chirac à Sarkozy. Alors je vous parle des présidents, mais derrière les présidents, il y a une multitude d'acteurs aussi. Il y a notamment Charles Pasqua qui a des réseaux hyper influents. Et Pasqua qui est le mentor politique de M. Sarkozy. Sarkozy arrive,
comme un peu tout le monde, il dit non, les réseaux mafieux dans notre temps, la France-Afrique, ça va être fini. Rebelote, on continue à le voir rencontrer M. Omar Bongo, le président du Gabon depuis 42 ans, puis soutenir la succession de M. Omar Bongo par son fils, à travers un coup d'État qui a encore coûté la vie à de nombreuses personnes qui protestaient. M. Georges Serre, conseiller de M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, en 1998, dit « De même que les USA ont leur arrière-cour en Amérique latine, la France a besoin d'avoir son arrière-cour en Afrique. » Donc ils expliquent clairement qu'on continue le même système, on ne remet rien en cause. Et puis là, plus récemment, du coup, le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, qui a fait une petite balade en juillet avec M. Canfin, secrétaire d'État au développement. Donc ils se sont rendus au Burkina Faso, rencontrer Blaise Compaoré, au Tchad, puis ensuite au Sénégal. Alors le Tchad, ça s'entend ? J'ai l'impression que c'est le Tchad, c'est un pays qui est ici, où il y a une guerre depuis assez longtemps avec le Soudan, et où la France a des militaires qui sont positionnés depuis longtemps. Et donc, dans le cadre de la future guerre au Mali, pour avoir des alliés, ils vont rencontrer les gens qui pourraient être des alliés. Donc, ils rencontrent M. Idriss Déby, président du Tchad depuis, alors je ne sais plus combien d'années, mais assez longtemps. Un sacré criminel, en fait, un vrai terroriste de sa propre population. Faudrait aussi du temps pour raconter toutes les horreurs qu'il a pu faire. Et M. Fabius, en présence de M. Idriss Déby, qui lui dit « Bon, en France, il y a eu un changement de président, un changement de gouvernement, mais les relations d'amitié demeurent. » Juillet 2012. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens au Parti Socialiste qui veulent faire changer des choses, mais on a Laurent Fabius qui n'a pas l'air de vouloir faire changer des choses, qui est au ministère des Affaires étrangères. On a globalement une situation qui a l'air plutôt de s'enquister, de ne pas bouger, de rester toujours la même. Et on est devant un sacré problème. Alors moi j'ai découvert ça, du coup j'en parlais à travers le spectacle Elle fait la pompe Afrique. Puis après en sortant j'ai lu La France-Afrique de François-Xavier Verschav. Et puis j'ai voulu rencontrer les gens qui militaient contre ça parce que je trouvais ça trop énorme. Je me disais c'est pas possible, quand on se fout de notre gueule, il faut changer les choses. Et donc je me suis engagé dans l'association Survie. À l'origine, dans les années 80, quand Survie a été créé, ils voulaient augmenter l'aide publique au développement. Ils disaient la faim dans le monde n'est pas une fatalité, il suffit d'augmenter l'aide et surtout de bien l'attribuer, d'être vigilant sur comment elle est utilisée, etc. Et pour ça, on va faire passer une loi à l'Assemblée nationale qu'on va appeler la loi de survie, qui réglemente l'aide publique au développement. Et tout le monde était d'accord, c'est très bien, vous avez des très belles idées et tout, tous les députés étaient d'accord. Mais la loi n'a jamais été mise sur le tapis. Jamais. Alors ils ne comprenaient pas, ils ont essayé, ils ont demandé des soutiens, il y a l'équipe de football qui est venue devant l'Assemblée nationale avec un ballon signé pour dire signer la loi de survie, etc. Et puis ça passait pas. Alors ils ont enquêté, ils ont essayé de chercher qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui faisait que cette loi pour laquelle tout le monde était d'accord ne passait pas. Ils ont commencé à soulever le couvercle de ces relations franco-africaines et à voir que c'était pas très réjouissant, à voir que ça puait sacrément, que l'aide publique au développement était largement détournée pour financer les partis politiques français, à voir la promiscuité à travers des réseaux franc-maçonniques, à travers des relations d'amitié entre les politiciens français, les chefs d'État africains, les hommes d'affaires, et à décrypter tout ça, à décrypter la France-Afrique. Et à l'exposer ensuite de façon assez claire pour que l'on puisse comprendre de quoi il s'agissait. Et donc, en 1994, sachant ce qui se passait au Rwanda, ils ont dit, bon, en fait, on laisse tomber l'aide publique au développement, ça fait partie du problème. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord dézinguer la France-Afrique. Parce que quand un corps est malade, avant tout, il faut enlever la source du mal. D'abord, ne pas nuire. Avant de chercher à aider, avant de chercher à soigner quoi que ce soit, avant tout, ne pas nuire. Ensuite, reconnaître l'implication française dans le génocide des Tutsis au Rwanda, parce que justice doit être faite, sinon l'histoire risque de se répéter encore et encore. Notre pays, à travers nos politiques, à travers nos représentants, à travers nos entreprises, est nuisible au développement de l'Afrique et le rend impossible.
Et donc il faut desserrer l'étau depuis ici